Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission L'invité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment social. Il ne s'agit pas de la politique. On va parler d'une maladie qui décime des milliers de citoyens du monde. Il s'agit bien du cancer du sein qui est devenu un véritable fléau, un véritable problème de société, de santé publique. Nous allons en parler tout au long de cette émission avec mon invité sur ce plateau. Il s'agit bien de Maria Tsakou. Elle est présidente, d'abord, elle est très connue comme présidente de la Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa, mais ici nous allons le recevoir dans le cadre justement de ce dont je viens de vous parler. Il s'agit du cancer du sein. Elle est présidente de l'ONG Hope and Life, qui veut simplement dire en français espérance, c'est ça, espérance, espoir et vie. Voilà, donc on va parler de cela tout au long de cette émission. Déjà, je la salue. Maria Tsakou, soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci, bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir. Ça fait très longtemps. C'est depuis pratiquement plus de 2 ans que je vous ai plus reçu sur mon plateau. Oui, mais la raison, vous connaissez. Voilà. C'est vrai que j'ai dû partir précipitamment. Parlez un peu fort, Maria. Excusez-moi, j'ai eu un petit chat dans la gorge. Voilà. Oui, donc j'ai dû partir précipitamment après la découverte d'une tumeur, malheureusement il y a 2 ans et demi. Donc on m'avait diagnostiqué ici et je suis partie en France pour me faire soigner. Donc ça explique l'absence. Voilà. Et la naissance justement de Hope and Life, c'est dû à cette maladie. Cette situation. Voilà, merci beaucoup. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, déjà notre thématique est là, comme va l'afficher rapidement Elohim Kankolongo du côté de la régie. Peut-on guérir du cancer du sein déjà? Bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, bon, le cancer du sein, c'est un des cancers qui se guérit le mieux, le plus facilement. Mais il faut le détecter à temps, il ne faut pas le laisser s'installer, comme tous les cancers en fait. Mais le cancer du sein, c'est vraiment un des cancers qui se guérit le plus, le mieux. Donc, une fois qu'on a détecté une tumeur, on traite tout de suite. D'où l'importance du dépistage. Parce qu'il faut vraiment qu'on se fasse dépister, qu'on suive notre corps, en fait, notre organisme, qu'on ne se laisse pas comme ça aller. Donc il y a des dépistages qui sont mensuels, auto-dépistage, en fait, auto-palpation, qui nous permettent justement de voir, de détecter si une grosseur ou une tumeur est en train de grandir. Qu'est-ce que vous entendez par autopalpation? Autopalpation. Oui, en fait, chaque femme doit connaître elle connaît son corps, donc elle doit palper ses seins une fois par mois au moins, toujours à des, enfin pas au moins, tous les mois en fait, elle fait ça tous les mois. L'exercice lui-même, on l'exerce pendant quelques minutes en fait, ça peut durer 5-10 minutes, c'est une technique, on lève le bras, puis on prend chaque partie du sein, et puis la femme connaît son corps, donc si elle détecte une petite grosseur, quelque chose qui n'est pas normal, et ça doit se faire après les règles en fait, parce que pendant les règles on a toujours les seins qui sont un peu gonflés, etc. Donc à des périodes, toujours les mêmes périodes chaque mois, et là elle va détecter s'il y a une grosseur, quelque chose qui est anormal. Et à la moindre alerte, il faut qu'elle aille se faire diagnostiquer chez son médecin. Le médecin donc, va l'ausculter. Et puis ensuite, il y a l'échographie, mammographie qui permettent aussi de voir s'il y a quelque chose et après de voir si ce qu'on ressent est bénin, malin. Et il y a tout un processus après, donc échographie, mammographie, biopsie, puis donc, le diagnostic avec les traitements, s'il y a une tumeur maligne. Mais ce n'est pas parce qu'on a découvert une grosseur ou un nodule que c'est malin. Il faut vraiment que les femmes, dès qu'elles détectent quelque chose, qu'elles aillent le voir pour avoir au moins l'esprit calme. Parce que c'est peut-être un petit kyste, ou rien du tout. Une petite grosseur qui partira toute seule, il y a beaucoup de cas. Mais dans le cas d'une tumeur maligne, là, il faut traiter pour éviter justement que ça se répande dans le corps. Parce que les cellules cancéreuses se multiplient vraiment à une vitesse incroyable et ça peut attaquer tous les tissus en fait. Donc on peut avoir une tumeur au sein et puis attaquer l'autre sein, après attaquer les poumons, le foie, le cerveau, ça peut aller partout parce que les cellules en fait se multiplient dans tout le corps et puis ça passe par les ganglions aussi. Et les ganglions c'est ce qui fait circuler la lymphe, donc ça. Et voilà, alors Maria, je voudrais qu'on y aille, comme on le dit, mollo mollo. À partir de quel moment
vous personnellement, parce que je suis en train de rappeler que vous-même, vous avez souffert du cancer du sein. À partir de quel moment vous êtes-vous rendu compte que vous aviez ces tumeurs? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Moi, en fait, j'avais jamais vu cette grosseur. Je l'ai vue d'un seul coup, mais vraiment une grosse. Je m'autopalpe moi-même, mais je ne sais pas. Bon, c'est vrai que j'ai eu un gros choc émotionnel, c'était en juin 2019. J'avais eu un incendie chez moi aussi, donc j'ai vraiment été choquée. Donc je ne sais pas si c'est ça qui a provoqué, parce que bon, on dit que le stress et un choc émotionnel peut provoquer le cancer, justement, la survenue du cancer. Parce que chacun a ses cellules en soi, mais ça peut se déclencher chez quelqu'un, comme ça peut ne jamais se déclencher chez une autre personne. Et donc j'étais justement sur le Tour international du cyclisme à Matadi, et en me lavant, donc comme toujours, mais je me lave toujours à main nue, j'aime pas utiliser les gants de toilette, et ce qu'il faut faire justement, parce que là on ressent vraiment le corps, hein, s'il y a des choses anormales. Et donc je ressens une grosseur, je dis, oh. Alors je lève le bras, je vais devant le miroir, et puis on voyait vraiment quelque chose qui apparaissait. Je m'allonge, parce qu'allongé aussi, en fait, on peut mieux détecter. Et puis je sentais quelque chose qui n'était pas très clair, donc j'avais appelé un ami médecin qui est directeur à la clinique de l'OUA. Je lui ai expliqué, il me dit viens vite te faire ausculter. Donc j'étais à Matadi, il m'a dit quand tu rentres à Kinshasa tu viens. Donc dès que je suis rentrée, je suis allée là-bas. Donc en effet l'examen clinique a montré qu'il y avait quelque chose d'anormal. On m'a fait tout de suite une échographie, j'ai pris rendez-vous pour la mammographie. Et puis le diagnostic est tombé, on m'a dit que c'était un ACR5, donc c'est la classification en fait, du cancer. Grade 3, donc il fallait vraiment traiter, enfin il fallait faire d'abord une biopsie pour confirmer ce que la mammographie, l'échographie avait donné. Et donc on m'a conseillé à l'époque de partir en France, parce que comme j'avais mon assurance en France, la prise en charge est mieux disons qu'ici. Et c'est ce que j'ai fait, donc je suis partie en France. Et là-bas, donc quand je suis arrivée avec les résultats d'ici, on m'a dit non, on recommence tout. Donc, on a recommencé, donc j'ai perdu encore du temps. Mais les résultats étaient les mêmes. Donc, à part, bon, j'avais une microcalcification de l'autre côté qui s'est avérée bénigne. Donc là, on m'a fait une macrobiopsie, là, on m'a fait une microbiopsie, et puis le verdict est tombé. Donc, et bon, il y a plusieurs cancers. Hein, il y a plusieurs cancers. Je ne savais pas, moi, on disait un cancer du sein, mais c'est des cancers du sein. Donc, suivant l'examen en fait, de la biopsie, on vous dit, voilà, vous avez ça, ça, ça. Donc, au moment où on me donne les résultats, on me dit négatif, négatif, négatif. Bon, on me donnait les titres négatifs. Moi, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Je disais, oh, c'est très bien. Le gynécologue ne m'avait rien dit. Elle m'a laissé dans mon euphorie, franchement. Puis, arrivée à la maison, donc, je commence à prendre les résultats. Je cherche sur Internet pour me renseigner un peu sur chaque mot, ce que veut dire le mot, et puis voir des images et tout ça, des articles. Et je m'aperçois qu'en fait, mon cancer, un triple négatif, c'est celui qui est le plus difficile à guérir. Oh là là. Ouais. Donc à partir de là, deuxième choc, parce que déjà là, quand on vous dit que vous avez un cancer, une tumeur maligne, vous êtes vraiment abattu. Et quand je découvre que mon cancer est vraiment le pire des cancers, donc je me dis, c'est fini. C'est celui qui métastase le plus facilement en fait. Parce qu'en fait, les autres cancers, il y a des cancers hormonodépendants, des cancers immunodépendants, donc, et d'autres cancers plus rares. Mais quand on a fini un traitement, on a, par exemple, hormonodépendant, on a des hormones, un traitement hormonal, en fait, pendant 5 ans, 10 ans. Et ce qu'on nous donne, ça bloque, en fait, les molécules ou les protéines, je ne sais pas comment on appelle ça, du corps, celles qui, justement, font multiplier les cellules cancéreuses, ça bloque. Donc, dès qu'il y a une cellule cancéreuse qui sort, ça bloque, ça la tue. Mais moi, il n'y a rien, je ne suis pas réceptive à ces produits. Oh là là. Donc ça veut dire qu'il faut être vigilante, parce que peut-être dans mon corps, il y a encore des cellules qui se baladent dans le corps. Et donc il faut être aux aguets tout le temps. Même si j'ai mal à la tête, je me dis des fois, ah c'est peut-être une tumeur au cerveau. Donc la dernière fois, j'étais encore en France, j'avais très très mal à la tête, mais c'était un peu le stress. Et on m'a envoyé faire un IRM cérébral pour m'ôter les idées là. Mais c'est vrai que c'était signe d'une tumeur, mais c'était rien. Donc, mais il faut être vigilant quand même, il faut faire les examens pour vraiment... et puis bon, je suis suivie tous les 3-4 mois pour éviter justement les récidives. Donc, après l'annonce de mon cancer et quand on m'a dit triple négatif, là, le choc franchement total, j'ai eu besoin de soutien psychologique. Et je remercie vraiment le système français, c'est pour ça que je tiens vraiment à faire amener tout ce que j'ai vécu là-bas en fait ici et pouvoir aider le maximum de femmes, parce qu'une femme qui a un cancer du sein,
On passe par tous les caps. Bon, au début, c'est l'annonce. Après, c'est tout, suivant le traitement, on perd les cheveux, on perd les ongles, on perd la vitalité, on ne sait plus parler comme il faut, on cherche les mots pendant 2-3 minutes avant de trouver, mettre trois mots. C'est vraiment quelque chose d'assez, disons, prenant. Surtout pour la perte de cheveux aussi, ça c'est vraiment... Et là, les psychologues jouent vraiment un grand rôle. Et tout cet accompagnement en fait, que j'ai eu là-bas, je voudrais l'appliquer ici, et c'est pour ça que mon ONG a été créée justement dans le but d'accompagner ces femmes à partir du diagnostic jusqu'à la rémission. Elles auront un accompagnement, et c'est vraiment ce qu'on est en train de mettre en place. Bien sûr, ça demande des moyens, donc on fait ça petit à petit, mais elles auront un accompagnement psychologique, elles pourront en parler avec des femmes qui ont déjà vécu la maladie. Rien de mieux qu'une femme qui est déjà passée par là en fait, pour comprendre l'autre, donner des petits conseils. Par exemple, on a la gorge sèche, qu'est-ce qu'il faut faire parce que la gorge, vraiment, c'est grave. En fait, on passe par beaucoup de stades, ne serait-ce que comment se maquiller pour essayer de couvrir en fait des imperfections qui font qu'on n'a plus de cils, plus de sourcils, comment attacher un foulard sur la tête. Bon, ici au Congo, c'est vrai que vous avez beaucoup de... Mais en France, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop, donc... moi, j'ai eu besoin de tous ces conseils. Après, j'ai pris beaucoup de poids là-bas. J'ai pris 27 kilos pendant le traitement. D'autres maigrissent. Moi, j'ai grossi. Donc, c'était mon image qui était vraiment... j'étais une bouboule, en fait. Je me regardais sans cheveux, sans rien. J'étais vraiment... Je n'osais même pas me regarder dans les miroirs. C'était vraiment... Ça, en fait, tu as eu aussi à perdre les cheveux? Ah oui, tout. Ça, c'est des nouveaux cheveux. Oh là là. Tout. Et les cils, les sourcils, par exemple, ici, n'ont pas encore tout à fait repoussé. Bon, il y en a certains endroits où c'est un peu... Bon, je ne me maquille plus parce que je Mais alors, Maria, lorsqu'on vous annonce que vous avez le cancer, c'est vrai, vous avez dit que vous êtes presque entré dans un choc psychologique terrible. Après, le psychologue, c'est vrai, il a un travail qu'il fait. Mais c'est après combien de temps que vous êtes redevenu un peu normal sur le plan psychologique? Normal, je dirais, à la fin de mon traitement. Parce que, bon, plus ou moins, au début du traitement, bon, comme j'ai dit, il y avait le choc, vraiment, c'était... Puis après, on commence bon. Parce qu'au début aussi, quand on nous annonce, c'est pas le tout, hein, on nous annonce les résultats, mais il y a plein d'examens, en fait, qui se suivent. Un coup, c'est TEP scanner. TEP scan, c'est le scanner de tout le corps, pour voir s'il n'y a pas de métastases ailleurs. Vous avez IRM mammaire, vous avez... des examens divers. Après, on nous pose un pack, par exemple, je l'ai encore, qui me rappelle que j'ai encore le cancer, parce que je ne suis pas guérie encore. Donc ça, c'est en fait un genre de cathéter qu'on vous met sous la peau pour éviter justement piquer dans les veines. Donc ça, c'est au départ, je n'ai pas compris, parce que c'était assez douloureux. J'ai eu du mal à bouger la tête. Et ça continue de faire mal juste après? Non. C'était pendant quelques jours. Moi, j'ai eu un gros bleu parce qu'il fallait passer ça sur la... Enfin, c'est relié à la veine jugulaire, donc... je ne comprenais pas pourquoi je devais subir tout ça en fait. Mais après j'ai compris parce que ça évitait en fait de piquer dans mes veines parce que les produits sont tellement toxiques que certaines femmes, quand on n'a pas ça bousille toutes les veines en fait. On n'a plus de veines où piquer en fait. Même une prise de sang c'est vraiment... Et donc on a tout ça, tout s'enchaîne. On commence la chimiothérapie. On vous envoie voir aussi une prothésiste parce que bon, il y a des mises en place là-bas en France, des systèmes en fait qui existent. On vous dit, vous pouvez avoir une perruque qui est payée par la sécurité sociale en partie, suivant la catégorie. Quand vous avez une mutuelle, vous avez une catégorie mieux. Bon, enfin bref, donc c'est tout le système. On va voir la prothésiste pour essayer d'avoir la même couleur de cheveux, la même coupe de cheveux. Donc on trouve une perruque. On regarde cette perruque, on se dit, ah, est-ce que je vais la porter? On commence le traitement. On nous dit 17 jours après, les cheveux commencent à tomber. 17 jours après, les cheveux tombent. Donc, on fait ça, une masse de cheveux qui tombe. C'est vraiment horrible. Tu dors, tu te réveilles avec des cheveux pleins dans la bouche. Alors, c'était horrible, franchement. Je n'ai pas supporté. Je me sentais vraiment pas bien. J'ai pris rasoir, j'ai rasé ce qu'il y avait. Et puis après, quand ça repoussait un petit peu, c'est parti tout seul parce que tous les cheveux sont quand même tombés. Donc, c'était le premier choc, ça. Vraiment... Je pense que pour moi, c'était le pire, ça. Quand j'ai vu mes cheveux qui tombaient et que je me suis retrouvée... Et tu t'es dit que je suis au bout du tunnel. C'est fini. Je me suis dit, je vais mourir. Donc, j'avais vraiment pris... j'étais prise par le bas, comme on dit. Je ne voyais pas, puis je voyais tout noir. Comment votre entourage a pris ça lorsque je rappelle que vous êtes mère de famille, comment est-ce que vos enfants ont reçu cette nouvelle? Bah, mes enfants m'ont remonté le moral tout de suite. Moi, j'étais vraiment
anéanti en fait, hein. Mais mes filles, j'ai 4 filles, hein. Ok. Mes filles m'ont soutenue vraiment. On était à distance, en plus en France, il n'y en avait qu'une. Mais une qui était en Grèce a pu venir pendant mes traitements. Mes sœurs sont venues également depuis la Grèce pour me soutenir en fait pendant ma chirurgie en fait, parce que bon, elles ne pouvaient pas venir tout le temps. C'était au moment du Covid aussi, donc il y avait le problème du Covid. Mais à distance, on me remontait le moral, on me disait non, tu es guérie, non, il ne faut pas penser à ça. C'est vrai que le moral joue beaucoup. Donc il faut rester vraiment positive. Et puis quand on a la positivité en soi, on arrive à mieux surmonter. Parce que si on est pessimiste, vraiment là on ne va pas s'en sortir. Il faut vraiment qu'on soit entouré de personnes qui nous aident, qui nous aident à surmonter tout ça. Donc c'est vrai que moi j'ai bien été entourée, même à distance, je veux dire. Et puis j'avais mon frère qui était là aussi. Et puis des amis, certaines amies par contre m'ont évité jusqu'à aujourd'hui. Oh là là. Une amie très très proche, hein. J'étais cul et chemise comme on dit avec elle pendant toutes mes années en France et en Grèce. Mais peut-être qui n'arrivait pas à supporter de vous voir dans cet état. Elle m'a même pas vue. C'était au début du traitement en fait, quand je lui ai expliqué déjà les premiers symptômes. Elle a eu peur peut-être d'être contaminée. Oui, peut-être que c'est mal. Il y a des gens qui pensent mal parce que bon, on ne peut pas être contaminé de toute façon, hein, ça c'est clair. Le cancer n'est pas une contamination, c'est un cancer que chacun peut attraper. On n'est pas contaminé par quelqu'un d'autre. Mais peut-être qu'elle ne savait pas comment se comporter, je ne sais pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, hein, donc j'ai laissé dans son coin. Vous êtes quand même arrivé à poser la question à vos médecins, quelles pouvaient être les causes, parce qu'on dit jusqu'à présent que les vraies causes du cancer ne sont pas encore connues. Pour le cancer du sein, non. Vous leur avez-vous posé cette question? Oui, bien sûr. J'ai posé la question parce que c'est vrai qu'on dit tout le temps que pour éviter d'avoir un cancer, il faut avoir des enfants, au moins 2 ou 3. Moi, j'en ai eu 4. À l'été, j'ai allaité. J'ai allaité mes 4 enfants pendant 1 an pratiquement. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je faisais du sport, enfin je recommence bien sûr maintenant parce que bon, c'était un peu difficile avec mon énergie et tout ça, donc du sport, avoir une hygiène de vie simple, saine. Donc j'avais tout ça, mais malgré ça j'ai quand même été touchée par le cancer. Après on parle d'hérédité aussi des gènes, j'ai fait le test oncogénétique parce que pour protéger également mes filles, parce que en ayant un cancer du sein, c'est toujours mieux de savoir, comme ça les filles peuvent se protéger et puis prendre des dispositions quelquefois un peu extrêmes peut-être, c'est pas extrême, mais quelquefois il y a des femmes qui se font amputer les seins justement pour éviter d'avoir le cancer quand elles ont ça dans la famille. Heureusement, je n'ai aucun gène, donc mes filles sont quand même épargnées, mais n'empêche qu'elles ont commencé à faire des suivis plus serrés en fait, plus fréquents pour éviter justement d'avoir quelque chose. Dans la famille, moi j'avais aussi 2 personnes de ma famille, ma tante paternelle et une cousine paternelle qui a eu un cancer. Ma tante malheureusement est morte avec une métastase au cerveau. C'est pour ça que quand j'ai eu mal à la tête, je me suis dit oh, c'est comme ma tante, je vais mourir. Mais heureusement c'était pas ça. Et puis ma cousine paternelle, elle, ça fait 25 ans qu'elle s'est fait opérer. On lui avait amputé le sein, une mastectomie, mais elle est vivante et puis elle n'a jamais eu de récidive depuis. Donc on surveille. Après, on parle beaucoup de stress aujourd'hui, de stress, choc émotionnel, de l'environnement, etc., les radiations. Bon. Après, ce qu'on mange aussi, hein, on n'est pas. Mais je suis pas quelqu'un qui est très viande parce qu'on dit que la viande provoque aussi, peut provoquer le cancer. Il faut manger des légumes, des fruits. Moi, je mange tout ça. Donc, vraiment, j'avais toutes les chances de mon côté de ne jamais avoir de cancer, mais malheureusement, ça m'a touchée. Voilà, je suis en train de rappeler à vous qui nous suivez que je reçois sur ce plateau Madame Maria Tsapou, qui est présidente de l'ONG Hope and Life, une ONG engagée dans la lutte contre le cancer du sein. Vous savez, le cancer du sein, c'est une maladie qui attaque plus les femmes. Mais est-ce qu'un homme, parce que la femme a des seins, l'homme a aussi des seins. Est-ce qu'un homme peut aussi attraper le cancer du sein? Oui, ça existe aussi. C'est moins d'1% des cancers, mais il peut attraper le cancer du sein. Oui. Il peut avoir en fait, pour un homme, c'est plus difficile à diagnostiquer parce que la tumeur peut être à l'intérieur. Mais il y a des signes, en fait, quand même. La poitrine qui peut gonfler anormalement d'un côté, par exemple. Donc là, c'est un signe alarmant. Il faut vraiment faire quelque chose. Ou alors, le téton de l'homme qui peut suinter. Ça, c'est anormal aussi. Donc, et puis bon, des douleurs peut-être à l'intérieur, il faut vraiment que l'homme aussi soit vigilant par rapport à ça. Mais ça peut arriver aux hommes aussi, donc il faut pas. Parce que quelquefois j'en parle et puis on rit, on dit ah, je dis mais il faut pas rire parce que ça existe.
ça existe. Et puis il faut vraiment être vigilant aussi, bien sûr, après la mammographie est difficile pour un homme parce qu'il n'y a pas la poitrine, donc c'est un peu plus difficile, mais il y a l'échographie. L'échographie, l'IRM qu'on fait, donc ça permet quand même de détecter les éventuelles tumeurs. Alors Maria, aujourd'hui, parlons un peu de votre ONG et où en êtes-vous fait avec cette lutte, avec les activités de l'ONG? On est au début, hein, je dirais, parce que l'ONG a été créée en fait en février. De l'année en cours. De l'année en cours, oui. En fait, je voulais la créer le 4 février, le jour de la journée mondiale du cancer en général. Hein. Okay. Et en France, tout se fait en ligne en fait. Donc j'ai dépassé de quelques minutes et la création était faite le 5. Oh là là. Mais bon, c'est quand même représentatif de la journée du cancer. Donc en fait, j'ai créé en France, mais j'étais encore en traitement. Donc en France, pendant mon traitement, j'avais commencé à revenir en fait à mes esprits, à pouvoir un peu travailler, me concentrer, tout ça. Donc j'ai travaillé sur la mise en place en fait de l'ONG. J'ai fait le site internet. Bon, il fallait créer le logo, il fallait mettre en place des contacts, etc. Donc tout ça, ça a été fait pendant que j'étais en France. Ensuite, on a commencé à mettre à distance avec les partenaires, les cofondateurs en fait qui sont là. Il y en a un en Belgique, on est 4 en fait, hein, deux ici, moi en France et un en Belgique, donc 4. On a travaillé en distance pour mettre un petit peu des choses en place ici, avec le but de commencer en octobre, parce qu'il y avait l'Octobre Rose et je voulais absolument qu'on lance des activités ici, et pour aider déjà pour le dépistage, la prévention, et puis essayer, avec mon expérience, de pouvoir apporter quelque chose ici. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a lancé les activités le 4 octobre, avec une conférence de presse, on a annoncé le programme. Bon, je ne veux pas dire qu'on n'a pas de difficulté sur la lancée du programme, parce que bon, on avait des partenaires qui ne nous ont pas suivis, des promesses qui n'ont pas été faites, donc qui n'ont pas été tenues. Donc on a quand même sensibilisé au maximum les personnes sur le terrain, dans des églises, à travers Facebook, les réseaux sociaux, etc. Pour avoir des personnes qui acceptent d'aller se faire dépister d'un côté, et de l'autre côté on a fait des contacts avec les centres médicaux. Donc j'ai sillonné pratiquement toute la ville pour aller vraiment dans tous les coins de Kinshasa. Certains ont répondu oui, certains ont dit on va voir, certains ont dit non, certains ont dit l'année prochaine. Donc le but en fait c'était d'avoir des partenaires un peu partout et puis avoir la gratuité. Voilà. Mais la gratuité est très difficile en fait à obtenir. Donc certains centres quand même, on a 3 qui ont accepté de nous accompagner gratuitement. Pour d'autres, on a les médecins de nuit. Okay. Mutombo Dikembe. Voilà. Là, il y a un petit quelque chose en fait qu'on a pris en charge nous-mêmes. Ça permet d'envoyer les patients gratuitement. Et puis une petite polyclinique à Kingasani, c'est pour la cité. Kingasani. Là-bas, c'est vraiment très peuplé. Donc ils nous ont demandé simplement d'aider avec par exemple du gel pour l'appareil échographie. Et vous avez une idée sur l'adresse, sur les références? C'est derrière la commune de la maison communale de Kibanseki, oui, juste derrière. Bon, je pourrais vous donner peut-être l'adresse, mais parce que je ne connais pas trop. Le nom je suis du allée. Centre, Oui, c'est Inca, Polyclinique Inca. Ah. Donc c'est juste derrière, en fait, juste derrière la commune de Kibanseki. Okay. Donc si on demande, on va trouver. Okay. Il y a une référence, maintenant je ne me souviens plus pour vous expliquer de tête. Mais déjà, lorsque vous dites c'est derrière la maison communale de Kibanseki, c'est facile. Mais en nous appelant, on pourra leur donner toutes les coordonnées. Donc ils prennent en charge gratuitement les personnes qui viennent de là. On a déjà envoyé d'ailleurs des personnes là-bas qui sont prises en charge. Ensuite, on a des centres comme le centre Galiema, on a Saint-Joseph qui vont nous accompagner à partir de fin octobre, début novembre, là gratuitement aussi. On va avoir un partenariat avec eux. Donc on a Galiema, AG Hôpital, Central Diamant, on dit l'année prochaine. Qui en a encore? Une clinique qui s'appelle Clinique du Cœur à Kitambo. C'est pas une clinique en fait, ça s'appelle Clinique du Cœur, mais c'est un centre de diagnostic tout nouveau où ils ont tous leurs appareils. Donc ils font on a fait une campagne avec eux, donc on a obtenu des prix à 20 $ partout pour faire ces examens, sauf comme je vous ai dit, le médecin de nuit qui nous offre ça gratuitement. Et avec Mutombo, on a pris en charge le petit quelque chose qu'il y avait pour justement permettre, et la clinique qui donne ça gratuitement aussi. Ensuite, bon, on avait fait d'autres contacts. Et le feedback avec la population, il est comment? On a commencé vraiment à envoyer les gens depuis cette semaine, parce qu'il y avait la sensibilisation qui devait être faite, la mise en place avec les centres et tout ça.
Là, c'est fait, donc j'ai envoyé les bons parce qu'on a trouvé un système en fait de bons. On envoie les bons, les gens, j'envoie la liste au centre et on me remercie. Pour l'instant, je n'ai pas encore de retour par rapport aux résultats, mais j'attends. On s'est dit en fait chaque semaine, fin de semaine, on aura les résultats pour voir s'il y a des personnes dépistées positives ou pas. Mais en tout cas, les gens sont contents déjà de la gratuité. Quand on propose aussi les autres centres, parce que bon, pour des personnes qui n'ont pas les moyens, on s'est dit, nous, avec les activités qu'on est en train de faire par rapport à l'ONG, on peut prendre en charge certaines personnes. Parce que toutes les femmes n'ont pas les moyens d'aller se faire dépister. Donc il faut vraiment leur donner la plus grande chance en fait, d'aller se faire dépister gratuitement. D'où l'importance des activités qu'on est en train de faire. Parce que bon, les activités, c'est bien, on a notre propre argent, mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Donc on a mis en place... Quels sont ces genres d'activités que vous organisez déjà pour justement accompagner cette lutte contre le cancer? Déjà, on avait fait une conférence donc, le 19 octobre, ça j'en ai pas parlé, le 19 octobre, on a fait une conférence pour expliquer ce qu'est le cancer, les diagnostics, le dépistage, diagnostic, traitement, etc. Donc on avait des médecins qui étaient là, on avait le ministère de la Santé aussi qui était là, le programme de lutte contre le cancer. D'ailleurs, on va avoir un partenariat avec eux parce qu'ils ont été intéressés par ce qu'on a fait. Le ministère de la Santé. Le ministère, oui. Je les avais approchés, puis ils avaient déjà entendu parler de ce qu'on faisait. Et donc, on a déjà vu le juridique et tout ça. Vraiment, on est en bonne voie pour avoir le contrat. Donc, ils nous accompagnent d'ailleurs, malgré qu'on n'ait pas encore le contrat de signé, ils nous accompagnent déjà dans notre campagne. Et donc, le 19, c'était ce contact-là. Sensibiliser au maximum les femmes. Donc, il y a des femmes qui ont pu s'inscrire directement. Et pour le dépistage, donc on leur a envoyé leur bon. Ensuite, l'activité suivante, c'est le 24 octobre. Le 24 octobre, on fait une marche de santé et une petite course cycliste. Bon, j'ai tiré profit de ma casquette de présidente du cyclisme pour faire rouler les filles uniquement, à titre symbolique en fait, en soutien par rapport aux femmes. Donc ça va être samedi à la gare centrale à 9 h. Elles vont faire un petit circuit fermé de 10 tours. Mais parallèlement, il y aura une marche qui va débuter depuis GB devant Yamaha. Yamaha nous accompagne également. Ce sont des amis, maintenant c'est la famille vraiment avec le cyclisme. Et là, quand ils ont vu l'importance de la cause, ils nous ont dit on est avec vous. Donc ils nous accompagnent. Et donc on part de là-bas pour arriver jusqu'à la gare centrale, ce sera le point de chute. Donc on a mis en fait une inscription à 10 $. C'est pas pour se faire de l'argent, c'est simplement parce que déjà il y a le prix du t-shirt qui coûte 8 $. Et puis le petit quelque chose qui reste, simplement en fait pour pouvoir prendre en charge les femmes pour le dépistage, parce que ça coûte de l'argent. Et comme je vous ai dit, à un moment donné, s'il y a une femme, deux femmes, c'est bien, mais quand il y en a 100 par exemple, c'est difficile de prendre tout le monde en charge. Ensuite, la dernière activité, c'est au mois d'octobre, pour clôturer le mois d'octobre, en fait, le 30 octobre, samedi 30 octobre, on fait un gala de bienfaisance et même Hotel avec Jean Goubald. Jean Goubald est un ami aussi. Tous les gens, franchement les journalistes, vous-même, hein, vous savez, toutes les personnes qui m'ont accompagné, ce sont des gens qui sont venus bénévolement pour nous accompagner pour la cause. Déjà parce qu'on se connaît à travers le cyclisme et par rapport à la cause, parce que c'est une cause qui touche tout le monde. Ça peut toucher tout le monde. On dit ça peut toucher une femme sur 8 au cours de sa vie. Donc on est 8 femmes, une des 8 peut être touchée. Et ça peut arriver à n'importe qui, on ne s'y attend pas. Et donc le but en fait après du gala de bienfaisance, l'entrée est à 100 $, parce qu'il y a un buffet et il y a Jean Goubald quand même. Jean Goubald n'a rien demandé, mais on lui donnera quand même quelque chose pour le remercier. Et il y a la prise en charge de ses instruments de musique. Et donc, comme je vous ai dit, par rapport au dépistage, etc. Donc il y a une demande de collecte de dons qui sera faite. Et cette collecte de fonds en fait, sera reversée à la Ligue de recherche contre le cancer du sein. C'est quelque chose qu'on fait pendant le mois d'Octobre Rose. Octobre Rose, en fait, c'est une initiative d'une entreprise, enfin d'une ONG qui s'appelle cancerdusein.org. Et c'est Estée Lauder qui est dans ça. Et c'est eux qui avaient initié cette campagne mondiale. Et donc cette année, c'est la 28e édition. Donc ça se fait mondialement. On fait la sensibilisation au dépistage pour le cancer du sein et il y a des collectes de fonds qui sont organisées, comme on fait SIDAction par exemple mondialement. Là, c'est la campagne Octobre Rose et on reverse des dons pour la recherche. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est une ONG qui a une portée internationale. Vos activités vont-elles se limiter seulement à Kinshasa ou bien d'ici là, on va pouvoir retrouver Hope and Life aussi à l'intérieur de la République démocratique du Congo? C'est notre but d'aller partout.
On veut vraiment aller partout parce que bon, Kinshasa, c'est vrai que c'est la capitale, c'est une grande partie de la population qui est là, mais il y a l'intérieur aussi. L'intérieur, je pense qu'ils ont encore moins de moyens que Kinshasa. Donc on a déjà un projet qui me tient vraiment à cœur et tous les amis et les membres qui se sont rajoutés dans l'ONG sont d'avis avec moi. En fait, j'avais vu ça, je pense, au Canada. Ils ont des camions de dépistage en fait, roses. Une sorte de clinique mobile. Voilà, mais en plus grand, où ils ont donc appareil échographie, mammographie, et, bon, un médecin d'abord qui ausculte, mammographie, échographie, et ça permet de déambuler partout. Donc on peut se mettre quelque part et puis on dépiste les gens gratuitement. Et donc on voulait faire ça, mais n'ayant pas déjà les moyens pour Kinshasa, on va avoir une clinique mobile en partenariat avec Mutombo, Marie Mutombo, oui. Avec le docteur Kabongo qui était très intéressé aussi. Il a dit, bah, nous on a une clinique ici, on peut faire partenariat moitié-moitié, puis on va faire. Donc on va lancer peut-être 2-3 jours en fait, pendant le mois d'octobre encore, pour faire des descentes dans les cités. Mais après, c'est un des projets qu'on a justement pour pouvoir aller dans les autres provinces également. Ça sera plus simple pour déjà aller vers les personnes. Mais après, on a déjà prévu en Ituri, il y a des gens qui m'ont déjà contacté en me disant ici on n'a rien, il y a beaucoup de mamans qui sont malades, il faut venir nous voir. À Kananga aussi, donc il y a le Moubachi parce que c'est là où il y a les mines. Donc là, il y a beaucoup de cas, voilà. Donc on va essayer de, tout doucement, on ne peut pas faire tout en même temps, mais une province à la fois. Et petit à petit, je pense qu'on aura des annexes un peu partout. Et puis, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de grand. Bah, je sais, on me dit des fois c'est la folie des grandeurs. C'est pas la folie des grandeurs, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur pour aider justement la population. C'est pas pour me faire un nom, pour faire de l'argent. Je suis pas du tout comme ça, vous me connaissez très bien. Donc, c'est vraiment, je voudrais arriver à faire un centre d'accueil en fait, qui puisse accueillir les femmes. Bon, peut-être un centre d'accueil dans chaque province, mais à Kinshasa, par exemple, les femmes viennent. Elles savent qu'elles ont une oreille qui va les écouter. Elles ont besoin de support psychologique. On a un support psychologique. On a, ne serait-ce que pour venir boire un café, puis parler avec quelqu'un, les femmes qui sont déjà passées par là, une infirmière qui peut leur donner des soins, peu importe. Et où comptez-vous trouver des moyens? C'est juste avec la levée de fonds ou bien vous avez... Peut-être, non, pour l'instant on n'a pas les moyens personnels, mais des bailleurs de fonds, il y a des subventions après internationales qui arrivent de temps en temps, donc je suis inscrite sur beaucoup de sites, je regarde un peu chaque condition en fait, parce que bon, c'est vrai qu'en Europe, pour avoir des subventions, il faut avoir une existence de 2 ans. Certaines subventions demandent 1 an. Et avoir fait des actions. Donc là, c'est pour ça que nos actions vont vraiment marquer pour nous, peser pour nous en fait, pour pouvoir justement voir le sérieux de notre démarche, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire pour aider la population. C'est vraiment la santé publique qui est en jeu. Lors de l'activité que vous avez organisée le 19 octobre dernier, j'avais vu justement à la chute d'un des messages que vous lanciez en direction de la Première Dame. Est-ce que il y a une réaction de sa part? Est-ce que vous l'avez déjà, avez-vous déjà réussi à l'atteindre? Et puis quels efforts avez-vous fourni pour que vous puissiez atteindre la Première Dame? Bah, pour la Première Dame, en fait, quelqu'un m'avait mis en contact avec une personne qui est... Non, parce qu'on m'a dit la fondation, ça prend trop de temps et tout ça. Donc on m'avait mis en contact avec une personne qui était proche d'elle. Mais apparemment, ils font bloc, donc on m'a pas... J'avais parlé, oui, on va vous mettre en contact. Et puis pour en finir, il n'y a pas eu de contact. Mais par contre, je suis allée parce que j'ai eu l'aide de Madame Bemba, Madame Pierrette Bemba. Okay. Qui m'a vraiment aidée. Elle m'a mis en contact avec son assistante. Son assistante, on a travaillé un peu dans différents domaines pour justement aider notre campagne. Et elle m'a mis en contact avec la conseillère spéciale du chef de l'État, Madame Chantal Molo-Opoué. Okay. Pendant notre conférence du 19, on avait un conseiller qui était envoyé par Madame Chantal Molo-Opoué. Okay. Donc il y aura un rapport... Ça c'est déjà quelque chose par rapport au rapprochement avec la Première Dame. Voilà. Et vous vous êtes limité là où vous allez continuer à non, on continue. Hein. Je ne m'arrête pas là, donc moi je voudrais vraiment la rencontrer. Je pense que les médias c'est le meilleur moyen pour pouvoir lancer un message à Madame Denise Nyakero Tshisekedi, qui est la Première Dame de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et adresser un message à la Première Dame? Bien sûr. Je lance un message à vous, Première Dame. Vous êtes vraiment l'image de la République, hein. Vous êtes notre maman. Et c'est vrai qu'étant une femme, vous pouvez comprendre le problème du cancer du sein.
Donc vraiment, j'ai vraiment dans le cœur de vous rencontrer, non pas pour moi, mais pour aider justement ces femmes, aider à pouvoir réaliser en fait tout le projet qu'on a justement pour aider les femmes. Parce qu'on voit beaucoup de choses, des petites campagnes, des choses comme ça, mais il n'y a pas d'impact. Alors si on se met tous ensemble aussi, parce qu'on est beaucoup d'ONG qui travaillons chacun de notre côté, mais essayer de voir les personnes qui ont vraiment dans le cœur d'avancer, peut-être mettre en plusieurs actions en même temps, on aura plus d'impact en fait. Mais vraiment, aidez-nous, acceptez de me voir et puis vous pourrez voir un peu tout le programme et puis l'intérêt pour la population congolaise. Soyez sûr que ce message va parvenir à notre maman, à la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Voilà, on est arrivé presque à la fin de cette émission. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter, à dire? Déjà, je voudrais que vous puissiez quand même raviver certaines espérances, certains espoirs par rapport à cette maladie, parce que beaucoup de gens, beaucoup de femmes, surtout qui vivent aujourd'hui dans la misère, le cas de la République démocratique du Congo, pensent que lorsque vous contractez le cancer, vous êtes condamné, et c'est la fatalité. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en cette fin d'émission pour qu'elles essaient un peu de croire qu'il est possible de guérir de cette maladie? Il faut qu'elles croient, parce que d'abord la guérison c'est dans la tête. Si on se dit je vais guérir, on va guérir. La positivité joue un grand rôle. Bien sûr, la médecine est là aussi pour accompagner. Bon, moi j'ai vraiment tout fait pendant mon traitement. J'avais la chimiothérapie, j'ai fait la chimiothérapie, l'opération, radiothérapie, j'ai encore eu la chimie orale. Mais j'ai suivi aussi les traitements. On me disait, prends du corosol. C'était difficile à trouver le corosol en France. Le corosol, chez nous ici on appelle ça le cœur de bœuf. Le cœur de bœuf. Mundengue, je crois bien, c'est ça, non? Oui, il y a plusieurs noms. Voilà. Mais là-bas c'est très cher, donc j'ai trouvé un magasin qui faisait venir de Madagascar, je pense. Je prenais, je mettais dans les congélateurs, dans des petits pots, et je prenais ça tous les jours. Après on m'a dit, ah non, il ne faut pas prendre tous les jours parce que ça provoque l'Alzheimer. Okay. Donc je dis, tant qu'à faire, je préfère avoir l'Alzheimer que mourir du cancer. Voilà. Donc j'ai continué à prendre. On me disait, prends du jus de manioc. J'ai acheté du manioc là-bas, je faisais du jus de manioc moi-même. On m'a dit de l'absinthe, j'ai pris de l'absinthe. Tout ce qu'on me dit là, maintenant, aujourd'hui, il y a une amie qui était guérie depuis quelques années. Mais disons quand même que tout cela contribue à votre guérison. Voilà. Il faut manger alcalin, il faut éviter la viande, manger beaucoup de fruits, de légumes. J'ai fait tout ça. Éviter le sucre. Bon, déjà du sucre, moi, j'en mange pas trop. Donc, si vous avez une alimentation riche en sucre, faites partir le sucre, parce que le sucre, ça fait proliférer, vraiment circuler les cellules cancéreuses. Donc, essayez de manger moins de viande, mangez des légumes, des fruits, faites du sport. Et soyez positifs dans votre tête. Après, pour les femmes qui n'ont jamais eu de détection, faites-vous dépister. Il faut se faire dépister au moins une fois par an chez le gynécologue. Autopalpation tous les mois. Si vous voyez quelque chose d'anormal, vous allez voir le médecin. Mais sinon, une fois par an chez votre gynécologue, il ne faut pas avoir honte de vous faire toucher les seins. Le médecin est là pour ça, ce n'est pas une honte, c'est pas... il envoie des milliers de seins, c'est pas ça qui va vous... Et puis vous êtes dans un cabinet avec le médecin, donc ça ne risque rien. Si vous avez honte devant un homme, choisissez une femme. Donc vous prenez une gynécologue femme qui est plus sensible au malheur, enfin à ce qui nous touche en fait. Mais il faut croire à la guérison. Moi, je vous ai dit, j'ai un type de cancer qui se guérit très difficilement, enfin qui se guérit le plus difficilement, mais on en guérit aussi. Et puis, il y a la technologie, la recherche qui avance. Par exemple, il y a quelques années, comme je l'ai dit la dernière fois, on mourait du diabète. Maintenant, on a des traitements à l'insuline qui permettent justement de réguler le taux de diabète et on meurt plus. On mourait de la tuberculose. La tuberculose, du sida, maintenant, on en guérit. Donc le cancer du sein aussi, ce n'est pas une fatalité. Il y a d'autres cancers, bien sûr, qui sont difficiles. La leucémie, c'est difficile, mais on en guérit aussi. Donc il y a vraiment... Mais il faut rester positive. On guérit du cancer. On ne meurt pas parce qu'on a un cancer. Voilà. Et simplement un mot, pour remercier un petit peu les accompagnateurs. Oui, allez-y. Parce que tous les centres partenaires, en fait, j'ai déjà énuméré les hôpitaux qui nous accompagnent. Centre Diamant, ils nous accompagnent, ils vont nous mettre une ambulance pour la course des jeunes, un accompagnement, des dépliants, etc. Marie Moutombo, Saint-Joseph qui va nous accompagner, Clinique du Cœur, Médecins de Nuit, Clinique Galiema, la clinique Inca et AG Hôpital. Donc ça, ce sont les centres qui sont avec nous.
Et après, Africell qui a vraiment été super pour nous. Ils ont fait vraiment tout ce qu'on voulait, les dépliants, les flyers, les extends, vraiment ils nous accompagnent. Même Ning qui nous accueille pendant les débats, les conférences et le gala de bienfaisance. Et puis Optimum qui nous a aidé aussi pour la diffusion. D-Way qui a fait le petit spot publicitaire qu'on n'a pas encore, enfin le spot de sensibilisation qu'on n'a pas encore trop diffusé. Et puis tous les gens qui sont avec nous, vous les journalistes qui êtes là avec nous, vraiment on vous remercie. Voilà. Merci à vous, Madame Maria, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que je recevais sur ce plateau Madame Maria Tsapou, qui est présidente de l'ONG Up and Live, une organisation non gouvernementale qui s'occupe de la lutte ou qui est très engagée dans la lutte contre le cancer du sein, une maladie très très dangereuse, mais dont on peut guérir si et seulement si on arrive à se faire dépister à temps. Voilà, donc l'espoir est encore permis, comme l'indique l'intitulé justement de cette ONG. Et puis il y a une question autour de laquelle nous avons eu à échanger. Peut-on guérir du cancer du sein? Effectivement, le cancer du sein n'est pas une fatalité. Voilà. J'ai oublié 3 sponsors. Rapidement. 199. C'est vraiment un sponsor de dernière minute qui est arrivé, nous accompagne vraiment à la fin en nous offrant des t-shirts. Centre Ganda qui est partenaire aussi médical, et puis Prodimpex, on ne va pas oublier. Voilà. Je remercie aussi. Merci. Voilà, c'est sur cette note que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci à Héritier Ntumba qui était derrière toutes nos 3 grosses caméras, sans oublier Elohim Kankulongo qui s'affirme de plus en plus, qui était du côté de la régie, et puis toute l'équipe de Télé Plus, sans oublier son promoteur, Monsieur Jean-Marie Kassamba, Madame la DG, Madame Nadine Kassamba et tous ceux qui concourent pour que cette chaîne puisse exister. Merci et à la prochaine.